2008, j'ai été opérée de la thyroïde pour un cancer et à l'issue de cette chirurgie, j'ai vécu ma première crise de tétanie qui a justifié du calcium en intraveineuse avec un traitement de 1-alpha qui était de 3 microgrammes par jour. Donc, les premières années, je dois dire, j'ai traversé ces années un petit peu beaucoup dans le déni. Et avec le recul, je me rends compte que ça a été une série de deuils successifs. D'abord le deuil de ma pleine santé, puisqu'à l'époque j'avais 42 ans et je me sentais en pleine forme. Je pratiquais même des sports un petit peu extrêmes, comme de la course à pied, et pas qu'un peu, en faisant des marathons. Ensuite de l'alpinisme, où j'étais allée dans haute montagne jusqu'à 5900 mètres. Et j'avais des projets, des courses superbes à venir. Dans ce contexte-là, du jour au lendemain, j'arrête toutes ces activités. Mais je tais la raison, j'invoque le fait que j'étais trop occupée. Donc je me coupe avec une partie de ces personnes avec qui je pratiquais ces sports. Ensuite, le deuil de la profession, puisqu'à l'époque j'étais pharmacien, j'étais titulaire de ma pharmacie. Et au bout de 3 ans, j'ai été obligée de la vendre parce que j'étais dans un état de fatigue physique et nerveuse qui mettait en danger l'exercice même de ma profession. Le deuil de l'aisance économique aussi, puisque j'avais un métier, je travaillais beaucoup, mais j'avais un métier qui me mettait à l'abri. Et donc ça aussi, on oublie. Ma carrière est arrêtée du jour au lendemain. Et donc ça m'ampute quand même d'une vingtaine d'années de carrière. Le plus douloureux, je pense, a été et reste ma relation aux autres. On a fait une affaire un petit peu de mauvais caractère plutôt que la maladie qui m'imposait certains choix et certaines attitudes comme du repli sur moi-même. Le plus difficile a certainement été la relation avec mes filles qui à l'époque avaient 9 et 12 ans. Quand est arrivée l'adolescence, je dois dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir la capacité à les écouter, à être disponible, car ma maladie qui était devenue chronique avec tout ce qu'on entend par symptômes qui sont des douleurs, les fourmillements, les spasmes laryngés, le sommeil perturbé, ce flou cérébral qui vous empêche de vous concentrer, dont la gestion de tous ces symptômes me prenait tout mon temps, toute mon énergie. Et c'est vrai que à côté, le temps que je pouvais consacrer à mes filles était réduit. Et donc elles l'ont très mal vécu, je pense. Et quand j'ai commencé à leur parler de ma maladie quand elles ont été plus âgées, je pense qu'il y a eu de l'incompréhension et même à ce jour, je pense que c'est difficile pour elles de comprendre, de tout comprendre. Et que quand elles vont attendre, je pense, d'autres témoignages d'autres malades, je pense qu'il y aura un certain éveil. Et d'un coup, je n'arrive plus à ordonner mes pensées. Je suis devenue monotache, à savoir que je ne peux faire qu'une chose à la fois. Et si je commence par exemple une recette de cuisine, il ne faut surtout pas m'interrompre pour me parler d'un autre sujet ou que je m'interrompe pour répondre au téléphone. Sinon, je ne reviens plus à la phase initiale. De vivre au ralenti alors que tout autour tourne autour de vous, de sombrer, d'avoir des moments de tristesse, d'anxiété, de stress. Je n'avais pas eu une équipe médicale qui était vraiment avertie des symptômes autres que les paresthésies concernant l'hypoparathyroïdie. Donc c'est vrai que quand le PNDS est sorti en juillet 2017, je me suis servi de ce document pour mes rendez-vous médicaux. Et c'est vrai que là, j'ai découvert que j'ai eu beaucoup de refus, d'incompréhension et surtout la capacité à aller trouver une autre raison pour expliquer les douleurs que je décrivais, qui étaient quand même à un moment donné des douleurs musculaires qui m'empêchaient de vivre normalement, des grosses douleurs. Je n'arrivais pas à garder une position assise longuement. Les réveils matinaux où j'ai les membres quasiment paralysés, enfin la sensation d'avoir un membre paralysé.
Donc c'était la descente aux enfers, la sensation d'avoir 80 ans au réveil. Je sais combien de fois par jour je cherche des objets, je rentre dans une pièce et je ne sais plus ce que je venais y chercher ou y faire. Des tests psychotechniques avec cap en poids ont révélé aussi chez moi une dyscalculie. Et c'est vrai que tout ce qui est maniement de chiffres, logique, mathématiques, alors que quand même au départ c'est ma formation et donc je pouvais faire confiance à ma mémoire, notamment avec les chiffres, bon, c'est devenu une catastrophe. Donc voilà, je sais que je ne vais pas me reconvertir en comptable. J'ai un peu plus de facilité avec l'orthographe, avec l'écrit, ça va encore. Voilà. Mais c'est vrai que concernant les oublis que j'ai plusieurs fois dans la journée, bon, je sollicite souvent mon mari de tout lister, j'essaie de classer pour m'y retrouver un petit peu, mais malgré tout, les classeurs, je me rends compte que voilà, je classe mal donc forcément après je ne m'y retrouve pas non plus. Donc ça, j'ai pas la solution au niveau du rangement. Et donc j'ai joué le jeu à un moment donné, je suis allée consulter un psychiatre qui a décrit un état psychique normal, c'était pas du tout une dépression, mais c'est la maladie, les symptômes qui occasionnaient forcément des crises un petit peu de tristesse. Mais je n'arrivais pas à demander de l'aide et donc l'association m'a poussée à me prendre par la main et à me dire bon, maintenant ça suffit, tu vas dans le mur de toute façon, physiquement et moralement, donc il faut faire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consulter un petit peu plus dans le sud, que j'ai cru que la solution viendrait un petit peu de ce côté-là. Et puis finalement, je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Donc depuis 4 mois, je suis sous traitement par Forsteo. Moi, l'association a été une bouée de sauvetage et je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont accueillie à ce moment-là. Et donc c'était pour moi une nécessité à un moment donné de m'engager aussi au sein de cette association, d'être actif aussi au niveau de cette association pour faire connaître cette maladie qui est si mal connue et pourtant qui fait souffrir autant et qui est une maladie à part entière et que tout patient, quel que soit l'endroit où il habite sur le territoire, ait droit à la même information, ait droit éventuellement à un traitement mieux adapté et surtout que le discours culpabilisant qui est fait dans certains centres ne soit plus pratiqué. Au vu de tous ces témoignages, des expériences des uns et des autres, on emmagasine de la confiance en soi, où on retrouve la confiance en soi pour faire les démarches. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu connaissance et du PNDS et de l'association, je me suis dit, bon maintenant ça suffit, il te faut te prendre par la main et aller voir les bonnes équipes pour mieux te faire soigner. Il faut aussi enclencher les démarches administratives, même si c'est douloureux de demander de l'aide et de s'adresser à la MDPH ou demander une pension d'invalidité, mais c'est la réalité. Donc j'ai pris la connaissance de l'association a fait que j'ai compris que cette maladie justifiait toutes ces démarches. Et j'ai même eu besoin de rencontrer d'autres malades. Et donc c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée face à face avec une semblable, bon, ça a été un choc parce que la façon dont on parlait, c'était la même chose. Et d'ailleurs, bon, il y a eu beaucoup de larmes, de rires aussi, mais de larmes, parce qu'on se comprenait. Pour la première fois, j'avais une personne en face de moi qui avait le même discours, on se comprenait. Donc c'est vrai que c'est émouvant. Et puis après, j'en ai rencontré 2, 3, 4. Et bon, après, il ne faut pas qu'on soit trop non plus, parce que la discussion entre hypoparas, vu que quand nous faisons une phrase, c'est difficile de nous interrompre parce qu'on a oublié le début de la phrase. Donc c'est difficile de s'écouter entre malades. Mais bon, cela dit, on prend le bâton de parole et voilà, on y arrive un petit peu. Il est indéniable que l'hypoparathyroïdie est une maladie qui, à ce jour, ne se guérit pas.
Donc suivant l'âge où ça nous arrive, on a de longues années devant nous. Donc autant qu'on puisse avoir quand même des aides, hein, bénéficier de toutes les aides, pas seulement médicales mais aussi administratives, que tout soit un petit peu plus facile. Parce que gérer déjà une maladie chronique demande beaucoup d'énergie aux patients qui n'est pas forcément disponible pour des démarches de demande d'ALD, d'invalidité, de RQTH. Je dirais que c'est la moindre des choses pour la plupart de nous qui sommes en hypoparathyroïdie après une chirurgie. Donc bon, je sais bien que c'est les risques de cette chirurgie, mais la moindre des choses c'est quand même qu'on s'occupe de nous, qu'on corrige un petit peu le tir en soignant comme il se doit les patients atteints de ces hypoparathyroïdies secondaires. Après, j'ai appris à m'occuper de moi en priorité, à gérer mes émotions de manière à ce que ça n'aboutisse pas à des crises et donc ne pas en faire trop les jours où je me sens bien, à me modérer, et puis de la même manière les jours où ça va pas, à pouvoir faire un petit peu, à me mettre un petit peu en repli dans le silence et un petit peu voilà, et à le dire aussi à l'entourage. Je dois dire qu'au bout des 13 ans je suis arrivée un petit peu à m'apaiser, à avoir une vie un petit peu plus sereine. Mais évidemment, c'est aussi parce que j'ai une prise en charge maintenant par une équipe médicale qui est à la hauteur et à laquelle j'ai complètement confiance. Et donc ça change tout pour moi. J'ai passé énormément d'années à faire semblant. Et puis comme c'est une maladie plutôt invisible, je dissimulais à merveille. Bon, sauf que cette solution que j'avais choisie, enfin qui s'était imposée à moi, m'a menée tout simplement dans le mur. Et donc il y a eu des crises vraiment existentielles, des choses un petit peu importantes. Où j'ai vu tout en noir et où je me disais à quoi bon vivre si je dois être si mal. J'ai eu recours à de la sophrologie, au yoga, à de la méditation, enfin tout ce qui est tout ce qui nous fait du bien. Donc ça, c'est à chacun de gérer avec ses propres ressources. Moi, je me suis découverte une certaine créativité en peinture que je ne me savais pas capable, donc c'est assez curieux. Et voilà, cette maladie m'a au moins permis ça. Se connaître différemment, du fait que je suis un petit peu plus sereine, que les crises s'estompent. Donc aussi, je pense qu'au bout de tant d'années, mon entourage aussi mérite ça. Donc, le cheminement que j'ai eu, c'est vraiment grâce à l'association. Je pense que j'aurais pas rencontré des personnes qui sont allées plus vite que moi sur la prise en charge. Je pense que je serais encore au même point et que j'aurais été en forte difficulté et me retrouver carrément seule à gérer ma maladie, ça c'est clair. Donc je dois tout à l'association et ça justifie évidemment que je me suis engagée d'une maladie qui n'est pas facile et qui n'est pas facile surtout à expliquer.